à ce point de nous qui laborons, qui peinons et travaillons, qui peinons dessus depuis cette pause, depuis le commencement de cet immense plateau de la Troisième République. Nous n'avons plus, dit-elle, que des événements de sourcier. Dans l'autre système, dans le système Hugo, dans le système où l'on est en 1802, on a au moins cette impression, on a au moins cette illusion d'enfer, et que le monde en fait pendant ce temps-là. Bon, là c'est quelque chose qui est intéressant, mais je m'arrête ici. Mais et là aussi, loin, rien n'est mystérieux, page 269, comme ces points de conversion profonds, comme ces bouleversements, comme ces renouvellements, comme ces recommencements profonds. On peut noter cela aussi. Rien n'est mystérieux, dit-elle, comme ces points de conversion profonds, comme ces bouleversements, comme ces renouvellements, comme ces recommencements profonds, c'est le secret même de l'événement. On s'acharnait après ce problème et on n'arrivait à rien. C'est une répétition, mais ça chez Péli, il y a toujours des répétitions, mais sous une autre forme, mais elles font partie inhérente de son style. Et on n'arrivait à rien et on en devenait fou. Et ce qui est pire comme un vulgaire lançon, on en devenait aigre. Un vulgaire lançon, c'est une allusion à Lançon, qui était un professeur de littérature en Sorbonne. Et ce qui est pire, on en devenait vieux. Et puis tout d'un coup, il n'y a rien eu. Et on est dans un nouveau peuple, dans un nouveau monde, dans un nouvel homme. Tant que les c'est ça que vise Deleuze, tant que les articulations intérieures de l'événement sont marquées par des articulations extérieures, par des articulations de relief, par des articulations politiques, par des articulations historiques qui les dessinent, et qui sont censées les représenter et qui les représentent plus ou moins fidèlement, tant qu'on voit ces brisures de la surface, ces montagnes par plissement, ces contractures, on peut se donner le plaisir de croire qu'on y comprend encore quelque chose. Mais quand il n'y a plus rien où se prendre, on sent qu'on est dans l'événement même et dans le pur vieillissement. Je peine que ça soit très clair, mais ça te donne des repères. C'est ça le vieillissement. C'est-à-dire quelque chose qui fait que les significations, les valeurs, les consciences, les manières de s'adresser à soi ou aux autres se modifient. Rien ne vient plus maquiller la surface de cet irréversible fleuve. Au fond, le vieillissement, c'est la durée. Et il se relie ensuite, il se réfère à la durée bergsonienne. Mais c'est le mouvement même de la durée. C'est l'opposition du temps qui est apparemment très intellectuellement accessible, encore qu'il soit sans l'être. On a toujours une très grande difficulté à concevoir ce que peut être le temps, puisque on ne peut jamais le fixer d'une façon objective, sauf conventionnelle, sauf par certaines formes de référence, sauf par retranscription, et c'est là où Bergson a entièrement raison de dire qu'on ne saisit jamais le temps que par l'horloge, par l'espace, et que c'est quelque chose qui est très différent de la durée. Mais le vieillissement, c'est le mouvement même de la durée. Mais une durée qui fait que, par certains aspects, il est possible d'échapper à cette durée, d'échapper au vieillissement de
de cette durée par ces jalons, ces références, ces nœuds qui restent en quelque sorte en elle comme la ritournelle musicale, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui permet de saisir à la fois la répétition, la continuité et en même temps la disparition, et le fait que nous ne sommes plus dans le même monde. C'est là où Deleuze, à juste titre sans doute, bien refait Peggy un petit peu en incluant ce mot qui n'est pas chez lui, parce que chez lui il y a toujours un rappel à ces données qui échappent au temps et à la disparition, mais qu'il appelle éternel ici, relativement temporel. Et alors, ayant trouvé le mot d'éternel, Deleuze l'introduit, mais comme je vous l'ai dit au début, il n'est pas malheureusement ici chez Peggy, mais enfin il aurait pu y être. Mais au fond, parler, on pourrait dire qu'est-ce que la philosophie parle au nom de Peggy. Quand Deleuze a dit parler en son propre nom, c'est peut-être aussi reprendre en compte, dire, non pas faire dire à un auteur ce qu'il n'a pas dit, mais se mettre à sa place et dire voilà ce qu'il aurait pu dire, et ça aurait peut-être éclairé ce qu'il était en train de dire. Donc il y a quelque chose qui accompagne cette éternité de l'histoire de Peggy. Quand il utilise ce mot, l'applique à la race dans le sens, non pas dans un sens raciste, mais dans le sens de lignée, dans le sens de phylum, dans le sens de continuation. Le peuple constitue une race éternelle. C'est dans ce contexte qu'il utilise le mot. Consuelo. Par rapport à cette répétition, on peut penser à la répétition de la différence là, dans l'histoire. Je n'ai pas du tout. C'est-à-dire, ce que tu proposes par rapport à la répétition, oui. Et, par exemple le ritournel, et ça implique une répétition de la différence dans l'histoire. C'est une forme, car les gens qui se relient à la répétition, mais c'est une forme de répétition. Une forme de répétition, mais une répétition dans la différence. C'est pas une répétition du même, parce que lorsque ça réapparaît, ce n'est plus la même chose. Mais de la même façon, d'ailleurs, là, on rencontrerait aussi une vue de Marx, lorsque, relativement à Napoléon III, il parle d'une chose qui se produit une fois dans l'histoire, puis ensuite il se produit sous une forme tragique et une autre fois sous une forme de farce, et qu'il identifie à l'accession de Louis-Napoléon Bonaparte et du coup d'État du 2 décembre. Mais il s'agit bien d'une répétition, le rythme, la construction, si l'on peut dire, la construction du temps est ainsi faite, et c'est une sorte c'est un déroulement qui est à la fois différentiel et répétitif. De Peggy utilise un mot qui n'est pas dans l'analyse de Félix, de Deleuze et de Guattari, parce qu'ils ont critiqué très fortement cela en agrégeant le corps sans organe d'Artaud,
mais c'est au contraire l'organique, de la même façon que chez Bergson, qui est l'élément moteur de l'analyse de pays. Le temps est organique, et la durée est organique, et tout ce qu'il y a d'incompréhension dans les descriptions historiques, dans la succession pure des événements historiques et l'accumulation des faits historiques, c'est qu'ils ne sont pas organiques. Or, l'organique, c'est quelque chose qui est à la fois pris dans le passé, dans le présent, qui fait qu'il y a une sorte de totalité qui s'organise et qui commande le fonctionnement du tout. Donc il y a quelque chose qui est une cohésion organique qui au fond s'appellera peut-être consistance, c'est-à-dire ce qui est défini comme consistance de la ritournelle dans le texte que je vous avais lu, c'est ce qui chez Pays recouvre l'organique. Et qui est fait aussi d'ailleurs de répétition, de reprise, de différenciation. Qui suit, il y a une parenté entre ces différentes expressions de déterritorialisation, reterritorialisation, répétition, différenciation, ou alors les ventres, les nœuds, ce mouvement ondulatoire de l'histoire, de la durée, tout ça a des formes de parenté et recouvre en les appelant d'une façon différente des réalités qu'il s'agit de cerner. Ça ne veut pas dire qu'il les désigne d'une façon extrêmement précise. C'est plutôt une façon de cerner les choses. On voit bien dans le passage assez long que je vous ai lu sur cette géopolitique qui fait appel à l'Allemagne, l'Italie, la France, la façon dont il y a une territorialisation de la philosophie. On ne peut pas dire que ce soit une démonstration à la lettre. C'est quelque chose qui, toutefois, enlève la pensée dans une sorte de mouvement très intéressant, qui fait d'ailleurs intervenir, puisque tu parles de François Châtelet, quelque chose qui était très cher à Châtelet, qui était aussi le fait que l'histoire a une liaison très étroite avec l'histoire, la géopolitique, la géographie, c'est-à-dire les opposent les deux, mais elles sont très liées l'une avec l'autre. C'est une vision hegelienne d'ailleurs dans le fond, bien que Hegel l'ait traité d'une façon qui ensuite a attiré les critiques, ensuite une très grande systématisation et hiérarchisation dans le concept et attribution un peu à l'emporte-pièce, mais c'est bien lui qui a bien vu cette liaison très étroite entre le développement historique et les répartitions spatiales. Donc c'était bien quelque chose qui aussi correspond à une territorialisation et à une déterritorialisation. Il n'y a pas d'autre Thierry, puisque tu es venu ici. Tu as lu ce texte? Non. Lequel? Le Clio? Le texte de Clio. J'ai découvert par Deleuze, mais ce qu'on dit Deleuze est effectivement toujours très... Ce qu'on dit Deleuze est toujours très suggestif, sur cette question de la ritournelle. Je ne te comprendrai pas parce que ta voix est en dessous du seuil
de perception pour moi. Donc, je saisir, il faudrait que tu non, je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai découvert Clio par Louis Deleuze, et ce que Deleuze dit de Clio et de Peggy en général, dans son écriture même, par ailleurs, qui insuffle une sorte de pensée de Harry Tournel. La répétition est déjà dans l'écriture de Peggy, c'est ce qui m'avait frappé. La répétition est déjà dans l'écriture de Peggy. Il y a une effet Tournel dans l'écriture, dans la reprise comme ça de séquences textuelles, enfin de syntagme. C'est une écriture beaucoup plus chantante que d'autres. La prose de Peggy est pensée aussi par Deleuze comme une forme de ritournelle. Enfin, c'est ce que j'avais découvert en même temps, mais j'ai pas grand-chose à dire. Hein. J'ai pas grand-chose à dire. Par contre, ce qui est frappant, c'est ce que tu dis du vieillissement dans l'événement, comme un précipité, comme ça, qui nous frapperait sans repère, sans aucun repère, sans aucune forme de distinction repérable de l'espace et du temps. Un vieillissement, un devenir vieillissement de l'événement, qui est aussi bien un rajeunissement, ça c'est très, très saisissant. Tu me le fais découvrir. Tu me le fais découvrir. Il faut que je réfléchisse. C'est une ouverture, hein, je pensais. Oui, j'avais parlé la fois dernière de la thèse que Peggy avait déposée en Sorbonne, qui s'appelle La thèse sur l'histoire. J'ai cherché à me la procurer. Je pourrais me la procurer pour une fois prochaine, mais je ne l'ai pas pour le moment. Ce problème de l'histoire, c'était sur l'histoire, cette thèse de Peggy, et qui était une conception, la conception de l'histoire qui était chez Peggy, sa conception de l'histoire est une conception qui est toujours dramatique, oppositionnelle, un peu d'ailleurs comme chez Nietzsche. C'est un combat permanent, non pas une lutte de classe, mais c'est aussi construit sur des oppositions permanentes. Et il avait, dans le texte que j'avais de la thèse, dans les éléments que j'avais de la thèse, que j'avais pris au livre de Roger Dadoun et Rose de Peggy, il fait mention de ce que cette thèse comprend une référence ou une analyse du fratricide d'Éthéocle et de Polynice, qui sont enfants du même père et de la même mère, qui sont les fils d'Oedipe et qui font l'objet de la tragédie Antigone et des 7 contre Thèbes également. Où il cite cette phrase de Peggy: tout le mal est venu de la bourgeoisie, tout le crime. Où il adopte également, dit-il, contre ce qu'il appelle le système de la paix, une conception du combat, de la belligérance, ce qui lui fait abandonner d'ailleurs, juste avant la guerre de 14, les positions pacifiques des socialistes avec lesquels il était lié, de Romain Rolland, de Peggy et Manon Contregelant, prendre le parti de la guerre contre une fraction importante des socialistes. Bien.